Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 3 janvier 2020, les exigences fermes du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a pris une série de mesures allant dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des urgences. La priorité semble axée sur la capacité d'accueil des établissements hospitaliers du Sénégal. Débat autour de la criminalisation du viol, ce après l'adoption de la loi. Des doutes planent sur l'applicabilité, en plus des appréhensions pour certains, aux yeux de qui la disposition mettrait les hommes en sursis. Les éclairages d'un avocat dans ce journal. La paix mondiale ne tiendrait plus qu'à un fil, c'est du moins l'avis de Daouda Tall. La tension entre les États-Unis et l'Iran inquiète l'éditorialiste. Tout est parti de la mort du général iranien Qassem Soleimani, dont l'Iran promet de venger l'assassinat. L'invité du vendredi, Xavier Diatta, spécialiste en aviation. Il est l'auteur de Casamance, les geôles du mensonge, paru aux éditions L'Harmattan. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Note circulaire du ministre de la Santé et de l'Action sociale, l'augmentation de la capacité d'accueil des établissements hospitaliers, ou plutôt des services d'urgence, semble prioritaire pour une pleine application de cette mesure. Abdoulaye Diouf Sarr qui invite les hôpitaux à prendre une série de mesures pour améliorer la prise en charge des urgences. Moussa Fall et Omar Kane. Une meilleure prise en charge des urgences, c'est l'exigence du circulaire publié jeudi par le ministère de la Santé. Du côté de l'hôpital de Fann, on considère cette note comme un rappel très important. Le fait de prendre en charge correctement les patients quand ils viennent dans des situations d'urgence dans les hôpitaux est quelque chose de normal. Le fait de les accueillir convenablement, de communiquer avec eux et de les traiter convenablement est également quelque chose de normal. C'est de bonnes pratiques qui sont de mise dans les hôpitaux et qui convient tout le temps de rappeler pour que nous ayons tout le temps en conscience, nos médecins en particulier, qu'ils aient en conscience que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Aux yeux de cet accompagnant, les hôpitaux ne devraient pas attendre une quelconque note pour mieux prendre en charge les urgences. Les directeurs des hôpitaux ne doivent pas attendre une circulaire pour mieux prendre en charge les urgences. C'est leur devoir. Quand les hôpitaux ont un cas urgent, les médecins doivent d'abord lever l'urgence avant quoi que ce soit. Donc si le ministre rappelle aux hôpitaux ce qu'ils doivent faire, lui aussi ne fait que son devoir. L'autre devoir qui attend peut-être le ministère de la Santé, c'est l'augmentation des capacités d'accueil des urgences. Ici, à l'hôpital Fann, les 12 lits de la salle d'hospitalisation sont tous occupés par des cas urgents. 5 cas d'AVC, 3 cas de détresse respiratoire, 2 cas de diabète et 2 cas de crise convulsive. La salle d'attente également ne désemplit pas. Pourtant, la plupart des malades qui viennent ici ne représentent pas des cas urgents. Chaque hôpital a ses spécialités. Et les malades ne sont pas censés savoir, quand vous avez une urgence, que vous êtes censé aller dans une structure plutôt que dans l'autre. Nous recevons beaucoup de patients le soir. Et ça, je pense qu'il faudrait également que nous accentuions la communication avec nos populations. Nous recevons pas mal de gens qui viennent le soir. Non pas parce que c'est des urgences, parce qu'ils se disent quand vous venez dans la journée, on ne vous prend pas en charge suffisamment, ou vous mettez du temps à être pris en charge, etc. Vous ne voulez pas faire là, que vous attendez le soir pour venir. Il y a également que ce qu'on appelle la pyramide sanitaire n'est pas tout le temps respectée par les populations. Parce qu'en principe, quand vous avez quelque chose, vous êtes censé passer ou au niveau du poste de santé ou au niveau du centre de santé avant d'accéder à l'hôpital. L'hôpital n'est pas censé faire ce qu'on appelle dans notre jargon de la bobologie, c'est-à-dire de petites choses. Augmenter les capacités d'accueil des urgences, voilà l'urgence à laquelle devraient s'attaquer les services du ministère de la Santé. À défaut, les hôpitaux seront obligés de refouler des malades.
La criminalisation du viol qui fait débat, certains demeurent sceptiques sur l'applicabilité de la loi, d'autres craignent que celle-ci ne mette les hommes en sursis. Augustin Mandang, Alioune Gueye. Une loi qui continue de faire débat. La criminalisation du viol ne fait pas l'unanimité du côté des robes noires. Cet avocat à la cour reste pessimiste quant à son application. C'est extrêmement difficile d'appliquer cette loi dans une société où nous sommes en perte de valeur. Ce n'est pas la solution, d'autant plus que vous êtes sans savoir que le problème lié aux preuves en matière de viol est très difficile à administrer. Je veux dire que l'administration de la preuve en matière de viol pose problème, parce que souvent il n'y a même pas de témoins, souvent il y a des certificats médicaux exclusivement de complaisance. Pour autant, nous sommes contre le viol, foncièrement. Et tout coupable d'un viol doit être réprimé à la mesure de la gravité de l'acte. Les hommes sont-ils maintenant en sursis, comme le pensent certains? Donc il est à relativiser. On est tenté de dire que les hommes sont en sursis, mais il faut tout relativiser dans la mesure où, comme j'ai eu à le dire tantôt, nous sommes dans un pays où l'état de droit est de mise et de rigueur. Un État qui comporte des lois qui sont appliquées par les juges. Et les juges, c'est des personnes très expérimentées, formées. Alors à partir de ce moment, avant de condamner, il leur appartient d'apprécier la constance du délit, de l'infraction, j'allais dire du crime. Pour cette robe noire, il y a une crise des valeurs au Sénégal et il est temps de penser les nombreux maux de notre société. J'avoue qu'il est important aujourd'hui de revoir les valeurs. Je ne suis pas très bien placé pour le dire, mais c'est une proposition que j'ai faite en tant qu'avocat, en tant que citoyen aussi, qu'on assiste aujourd'hui à un problème d'ordre axiologique. Il faut donc la modélisation des valeurs et la valorisation des modèles. L'Assemblée nationale a voté la criminalisation du viol. Depuis lors, certains hommes sont plus méfiants. Mais cet avocat les rassure et pense que les juges seront à la hauteur pour prendre les sanctions justes. Vous êtes en infraction si vous roulez encore avec votre ancien permis de conduire. Le document est en effet désuet depuis 96 heures, du moins à Dakar, la capitale qui a clôturé les dépôts mardi. Les contrôles ont déjà démarré dans la circulation. Seulement, les automobilistes relèvent déjà des coquilles sur certains permis. Moussa Fall, Boubacar Dieng. Les véhicules circulent lentement devant le centre culturel Blaise Senghor. Des eaux usées stagnent sur la voie. Au bord de la route, des taximens ont installé un parking où laveurs et chauffeurs se retrouvent. Amar Mbeng, président du garage de taxi Blaise Senghor, déclare que le contrôle des nouveaux permis a déjà commencé. J'ai eu mon permis dès les premières heures. Quand j'ai entendu que le délai se limite au 31 décembre, j'ai tout fait pour obtenir le mien. Mais j'ai constaté que depuis décembre, les policiers effectuent des contrôles. Des propos confirmés par Cheikh Sall, taximan. Je reviens d'un voyage, mais des policiers m'ont arrêté pour vérifier si j'avais le nouveau permis. D'autres conducteurs de taxi sont réunis le long du mur du lycée Blaise Diagne. Baïdam, l'un d'eux, estime que même si le contrôle existe, il n'y a pas encore de sanctions. Il nous avait dit que tout chauffeur qui n'a pas son nouveau permis jusqu'au 31 décembre serait sanctionné. En tout cas, jusqu'à présent, personne n'est sanctionné. Cependant, des anomalies sont notées sur les nouveaux permis. Certains chauffeurs qui avaient des permis de transport se sont retrouvés avec des poids lourds ou un permis de poids léger. Mais nous utilisons toujours ces permis. La majorité des conducteurs de taxi que nous avons rencontrés ont obtenu les permis numérisés. Toutefois, les taximens appellent leurs collègues qui n'ont toujours pas les nouveaux permis à aller s'inscrire avant que les sanctions ne tombent sur eux. Les membres du mouvement Nyolank section banlieue ont fait le tour des communes de Pikine et de Guédiawaye, ce pour fustiger la hausse du prix de l'électricité. Ces jeunes qui n'excluent pas, disent-ils, de porter plainte contre la Société nationale d'électricité. Mamadou Lamine Fati.
Ils persistent dans leur position. Le courant ne passera pas. Les membres du mouvement Nyolank ont sillonné les rues de la banlieue pour sensibiliser la population sur la hausse du prix de l'électricité. En passant par marché Sam jusqu'à marché Ndiarem, marché Ouest pour terminer à Gounas, on a constaté que les populations nous ont bien accueillis et ont partagé le combat avec nous. Pour que l'État revenisse sur sa décision de la hausse du prix de l'électricité. Vous voyez bien que les populations sont confrontées à des difficultés de toutes sortes. Donc voilà, vous voyez également que les entreprises nationales sont soumises à des pressions fiscales insupportables, alors qu'il y a une solution alternative, parce qu'il y a beaucoup d'institutions qu'on pourrait supprimer pour réinvestir l'argent à la Sénélec. On ne peut pas comprendre depuis 2012 que l'on nous dise que 500 milliards ont été investis dans la boîte et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il faut augmenter. Un plan d'action que Nyolank veut partager avec la population qui n'exclut pas de porter plainte contre la Sénélec. Nous avons concédé hausse, nous avons même également décelé des cas de fraude sur les factures qui sont en cours. Parce que pratiquement tous les usages vont payer leurs factures le 10 au plus tard, donc le jour de la marche. Donc c'est pourquoi nous allons profiter pour demander aux populations de ne pas payer les factures d'électricité. Et les cas également de fraude qui ont été décelés vont nous permettre de constituer un dossier pour porter plainte contre la Sénélec pour abus. De Guédiawaye à Pékin, Nyolank refuse la hausse du prix de l'électricité. Ils invitent la population à travers une caravane de sensibilisation à dire non. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel lève la suspension de la diffusion des programmes de la CNTV samedi à 0h. La notification du CNRA qui indique que le collège a délibéré jeudi. Les programmes de la chaîne avaient été interrompus, je le rappelle, pour non-respect de la loi interdisant la publicité de produits de dépigmentation. La sanction devait prendre fin initialement le 7 courant. Voici le président du CNRA, Babacar Diagne, joint au téléphone. C'est un soulagement pour tout le monde et pour nous-mêmes. Nous n'avons pas fait cette sanction de gaieté de cœur parce que nous n'avons jamais voulu faire de sanctions. Je dis depuis que je suis arrivé que je privilégie le dialogue, la concertation. Je dis et répété que le CNRA est une autorité, c'est une place d'autorité. Nous voulons en faire une position d'influence. Et c'est ce que nous avons voulu faire en allant vers la presse tout le temps, en allant vers les différents partenaires. Mais enfin, malheureusement, sur une question aussi grave, aussi cruciale que le RSL, nous avons eu un éditeur qui a vraiment résisté, qui n'a voulu rien comprendre et nous n'avions pas d'autre choix que de sanctionner malheureusement. Et là, avec tout ce qu'il y a eu, avec sa lettre surtout, parce qu'il nous a fait une lettre quand même, depuis hier matin, demandant la levée et saluant la courtoisie du régulateur, nous avons estimé qu'il était possible de nous réunir et de réduire la sanction. Bien entendu, j'ai reçu également les éditeurs, le CEDEF, j'ai reçu le CORED et j'ai reçu d'en bas des syndics et nous avons beaucoup discuté. Et c'était vraiment dans une atmosphère très conviviale. Nous avons abordé l'ensemble du secteur et nous sommes même promis de nous retrouver encore en d'autres occasions pour discuter encore, n'est-ce pas, du secteur et de comment aller de l'avant. Nous avons estimé les sanctions et nous espérons qu'en tout cas sur cette question cruciale du RSL, aucune chaîne de télévision, aucune radio ne va continuer à faire cette promotion. En tout cas, tous ont pris des engagements et c'est une très belle chose à mon avis. La douane sénégalaise a un tout nouveau directeur général en la personne de Abdourahmane Dieye. À 45 ans, Dieye remplace Oumar Diallo, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. La nomination est rendue publique par le communiqué du dernier Conseil des ministres. Le portrait de l'homme avec Tidiane Cissé. C'est une décision prise hier en Conseil des ministres. Abdourahmane Dieye est le nouveau directeur général des douanes. Il remplace à ce poste Oumar Diallo, parti à la retraite. Abdourahmane Dieye est originaire de la région de Thiès. C'est là qu'il a obtenu son baccalauréat en 1995 au lycée Malick Sy. Par la suite, il va poursuivre ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où il obtient une maîtrise en sociologie avant de décrocher une mention en politique et négociation commerciale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2010.
Il fera ensuite un passage à l'ENA, École nationale d'administration, et obtiendra plusieurs distinctions, notamment la médaille d'honneur de la douane en 2016. Abdourahmane Dieye va donc diriger les soldats de l'économie avec un riche CV, mais le quadragénaire aura de multiples défis à relever, notamment trouver les voies et moyens de remplir davantage les caisses de l'État. Colonel des douanes, il devra aussi faire preuve d'imagination pour moderniser les services douaniers et pour mieux lutter contre les fraudes et les trafics en tout genre qui se développent. Djeïla, c'est l'intitulé du livre de Mamadou Kane. Le diplomate sénégalais à Washington DC a procédé à la séance de dédicace ce vendredi d'Elia, un recueil de poèmes paru aux éditions L'Harmattan, 40 ans de sa vie, surtout de son parcours à l'étranger. Augustin Mandang et Mamadou Bepa Sissoko étaient sur place. Il est diplomate et poète. Il signe d'Elia. Mamadou Kane ou Makan, son nom d'auteur, retrace 40 années de sa vie dans ce recueil. Nous parvenons à faire comprendre aux gens, aux Sénégalais, que la seule issue pour nos peuples, c'est de retourner à nos valeurs spirituelles. Derrière le mot d'Elia, nous avons dit mémorial des empreintes. Mémorial des empreintes, c'est des parcours, des voyages. Nous avons connu des ruptures, des déchirures, parce qu'étant parti à l'extérieur. Fort de son expérience à l'étranger, il souhaite montrer la réalité de ces pays. Delia, c'est un long parcours. Vous voyez, rythmé par Delia, mais c'est des poèmes. À chaque fois, Delia me permet de créer une rupture pour aller sur un autre thème. Donc, le seul poème Delia, vous le va avoir, par exemple, sur les 140 pages, vous allez voir que Delia revient pratiquement plus de 20 fois. C'est des poèmes. C'est des poèmes qui n'ont pas la même date. C'est un défi à la rupture, ce recueil. Et partout où je suis passé, j'ai également fait effectivement un poème dans toutes les villes où je suis passé. Partant de ce constat, il incite les jeunes à rester dans leur pays d'origine où les opportunités sont souvent présentes. Il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal. Par exemple, dans le milieu de l'agriculture, on a beaucoup de terres fertiles, contrairement à certains pays. Et dans l'avenir, des ressources naturelles viendront s'y ajouter. Il reste juste à espérer que cela profitera à tout le monde. Cette œuvre de plus de 150 pages aborde différents thèmes à travers les poèmes. Lors de cette cérémonie de dédicace, l'auteur s'est réjoui de l'attention du public qui a répondu à son appel. La poésie a de beaux jours devant elle. Makan y croit dur, comme fer. Présidentielle bissau-guinéenne, le parti majoritaire a introduit aujourd'hui un recours devant la Cour suprême. Le PAIGC conteste la défaite de son candidat Domingos Simaos. Les juges se réuniront lundi pour commencer à analyser les recours. C'est selon une source proche du président de cette institution. La victoire au second tour le 29 décembre est revenue au candidat du parti d'opposition MADEM et ancien Premier ministre Umaro Sissoko Embalo, qui obtient 53,55% des suffrages selon les résultats annoncés mercredi par la Commission électorale nationale qui a crédité le candidat du PAIGC de 46,45% des voix. La situation est plus que jamais tendue entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Le guide suprême iranien s'engage à venger, selon ses termes, la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani. L'assassinat de Soleimani, une escalade extrêmement dangereuse selon l'Iran. Tout ceci ne présage de rien de bon aux yeux de Daouda Tal, l'éditorialiste qui s'inquiète. La paix mondiale est menacée, pense-t-il. Il est joint au téléphone par Mohamed Kandji. Cet assassinat du général Soleimani est une mauvaise nouvelle pour la paix et la stabilité de la région. Donc il faut espérer qu'il n'y ait pas d'escalade de manière plus importante que ce qu'on a connu jusque-là.
à la fois au niveau du Hezbollah libanais, au niveau également de Gaza, comme au niveau irakien également, parce que ce général Soleimani était quelqu'un qui était au centre même de tous ces conflits et qui représentait en quelque sorte, comme en tant que stratège, les intérêts de l'Iran. Une vengeance de l'Iran est envisageable puisque ça a été annoncé. Maintenant, le problème principal, c'est que d'un côté, vous avez des alliés de l'Iran dans la région, d'un autre côté, vous avez les alliés des États-Unis, et donc une vengeance de l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani de la part de l'Iran pourrait entraîner une escalade de la violence. Les réactions dans les heures, dans les jours et dans les semaines qui vont venir seront déterminantes, bien entendu, pour la paix, dans un premier temps, de la région, mais également pour la paix du monde. Et maintenant, sur le pétrole, est-ce qu'il y aura des conséquences? On a là deux pays qui sont quand même des acteurs majeurs quand on parle d'hydrocarbures, que ce soit l'Iran comme l'Irak. Je ne pense pas que dans l'immédiat qu'il y ait véritablement un choc sur le pétrole ou le gaz. Maintenant, si la situation ne se calme pas et qu'il y a un conflit qui arrive et qui affecte les plateformes de production pétrolière, gazière, ou alors que les relations diplomatiques se rompent d'une part et d'autre au niveau des acteurs qui sont dans la région, là, il pourrait y avoir une incidence majeure sur le cours du baril et sur les hydrocarbures de manière générale. L'invité du vendredi que nous recevons en 2020 dans ce studio news de ITV, ce soir, le premier invité, il s'agit de Xavier Diatta, je vous l'annonçais, le spécialiste de l'aviation et l'auteur de Casamance, les geôles du mensonge, paru aux éditions L'Harmattan. Dans un instant. Xavier Diatta, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour nous parler de cet ouvrage dont l'intitulé interpelle, accroche et interroge. Mais votre vécu et votre connaissance de cette crise casamançaise, bien entendu, nous indiquent que ce titre est au-delà même d'une simple volonté de susciter de l'intérêt pour les lecteurs. Certainement. Je crois que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, savent que voilà, c'est pas un pamphlet, c'est pas racoleur. Non, c'est pas, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à travers ce titre et derrière ce titre. Et je vous le concède. Et dans ce récit, vous abordez justement la situation incompréhensible, pour reprendre la 4e de couverture, qui prévaut en Casamance depuis 1982. Et je m'arrête justement sur ce qualificatif incompréhensible. Pourquoi, à votre avis, est-ce incompréhensible? D'abord, je crois qu'il faudrait que nous replacions les choses dans le contexte. Le livre, si vous aviez lu le premier, qui est Fiduciaire à la crise casamançaise racontée à mes enfants, vous allez voir que chaque fois que j'écris dans le cercle familial. Parce que moi, je conçois que c'est la première sphère de tout individu. On évolue dans une famille. Vous parlez de cercle familial et ça me fait penser à la couverture. Et voilà. Sur la couverture, on peut apercevoir c'est un vieil homme. C'est un vieil homme. Un bel hommage en tout cas. Non, attendez, oui. C'est un vieil homme. Et donc, comme je vous le dis, voilà, moi, je considère la famille comme étant le centre nodal de toute une vie. Alors, dans le livre, il est question de relater un peu une vie familiale, somme toute ordinaire. Hein? C'est-à-dire, vous allez voir, si vous lisez le livre, vous allez voir que c'est un échange épistolaire entre un fils et un père. Et c'est justement ce père qui donne son avis. Il donne son avis. Alors, c'est vrai que le titre, il est accrocheur, le titre, il a suscité beaucoup d'interprétations et tout, mais dites-vous que nous sommes très conscients que nous sommes dans un processus de paix. Il ne s'agit pas de braquer des gens. Il s'agit nullement de lancer des pamphlets ou de lancer l'anathème un peu sur ce processus de paix. Le mensonge emprisonné en Casamance, dans le sud du pays, le mensonge, comme on dit aujourd'hui dans ces geôles, il y a bien un auteur de ces mensonges. Khalifa, vous aurez la primeur. Parce que je crois que le professeur Sangui Diouf travaille ici avec vous. Parfaitement. Et justement, c'est lui qui va présenter le livre, il va le présenter très prochainement. Et il entrera dans les détails
je lui laisse la primeur. Très bien. Donc la primeur, le professeur Sangue Diouf nous en fera l'honneur. Voilà. Vous nous livrez également, nous continuons de parler de ce livre, les dessous de la tuerie de Boffa. C'était en 2018, mais également les non-dits sur le projet d'exploitation du zircon de Niafran. Que retenir finalement de toutes ces révélations? C'est ce que je vous dis. Hein. Je vous dis, c'est un père. Moi, je ne fais que traduire justement ces relations épistolaires, ces liaisons épistolaires. Mais justement, quel est le sentiment profond par rapport à tout cela de la famille sur place? Ah oui, non, mais c'est suffisamment important d'ailleurs pour qu'on en fasse un livre. C'est la raison pour laquelle on a fait le livre. Donc, en attendant la présentation, en attendant la cérémonie de dédicace, peut-être une petite idée pour ne pas dire, pour ne pas dire un pitch de la teneur de ce livre. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire, je vous raconte un peu, ce qui est dedans. C'est un papa qui, comme à l'ancienne, un cadre qui a vraiment une vie bien auréolée, qui est matériellement bien assis, qui a un enfant. Qui, un bon jour, cet enfant part en Europe. Donc, il se rend compte qu'il est malade, il va bientôt mourir, donc il fait des confidences à son fils. Et en faisant ces confidences à son fils, il lui donne son point de vue, justement, sur la marche et sur la gestion de ce processus de paix et de la crise. Le vieux, il a des paroles très sages. Contrairement à ce que vous pouvez penser, quand vous allez lire le livre, vous allez voir, il donne effectivement, c'est quelqu'un qui connaît réellement la crise casamançaise. C'est quelqu'un qui est marqué par cette crise casamançaise. Et il la raconte. Ce vieux, effectivement, il a parlé des dessous de Boffa, il a parlé des dessous du zircon de Niafran, ça c'est une lecture complètement personnelle. Qui vient renforcer un peu les frustrations justement, à la base justement de cette crise. Justement, parce que je crois qu'il le dit, il le dit dans le livre qu'il a été quelque peu inspiré par moi, par le discours que j'avais prononcé d'ailleurs. Le discours est dedans. Le discours que j'avais prononcé lors de la cérémonie de présentation de Figure du Terra. Et il dit que voilà, j'ai été marqué parce qu'on me dit qu'il faut témoigner. Donc je témoigne. À défaut de témoigner pour tout le monde, comme l'a fait mon frère, moi je vais témoigner pour toi, mon fils. Pour parler de cette crise casamançaise, vous nous parlez également de recrutement massif. Et donc, il donne vraiment des conseils utiles parce que je crois qu'il reprend un peu cette expression qui est de thérapie de nation. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où il faudrait peut-être que les langues se délient, que tout le monde en parle librement. Ça permet peut-être de faire un saut qualitatif dans le processus de paix. Très bien. Pour en reparler, ce recrutement massif de jeunes par les factions du MFDC 2012, 2017, je voudrais juste savoir comment est-ce que cela a pu évoluer de nos jours. Non, mais lisez, si vous lisez bien le livre, je crois que la 4e de couverture, on a mis le conditionnel. Donc, ce n'est pas le conditionnel. Je crois que si ma connaissance linguistique et lexicale est quelque peu... Je vous le confirme. Alors, mais vous pourriez tout de même nous dresser aujourd'hui un portrait robot du MFDC à ce jour, surtout après la disparition d'Abdou Eline Kindiata et tous les questionnements qui s'en sont suivis, peut-être. Tout ce que je peux... Ça, c'est un avis personnel, si vous voulez. Moi, j'ai une hantise. Voilà, tout le monde parle du MFDC, on dit que le MFDC est divisé, tout ça. C'est ça, on parle de l'émiettement du MFDC. Le portrait robot, vous me demandez le portrait robot. Effectivement, le MFDC est divisé. Mais de mon point de vue, ça c'est un point de vue personnel, il ne saurait en être autrement. Si nous multiplions des acteurs qui n'ont pas un code de langage commun, qui n'ont pas un cadre de concertation pour une cible commune. Alors, ce n'est pas étonnant si chacun de nous a son interlocuteur au niveau du maquis, mais c'est indubitablement raisonnable qu'au niveau des MFDC, que les gens soient divisés. D'autant plus que même nos pourparlers de paix ne sont... La faute reviendrait à ceux qui sont censés faire le lien. Non. Il y a eu des gens qui ont fait du travail formidable. Il y en a qui ont fait. Mais je crois que quand on fait un travail pendant... Si vous me confiez aujourd'hui une tâche et que j'ai mis vertu pendant 10 ans, je crois que je pourrais quand même venir vous voir, vous dire, Khalifa, c'est vrai que vous comptiez sur moi pour faire une telle mission. Voilà 10 ans que j'ai mis vertu, je ne suis pas arrivé. C'est aussi simple que ça.
Humilité. Humilité. Voilà. Très bien. Alors, au plan géopolitique, vous le savez, les pays frontaliers auraient été, là aussi c'est le conditionnel, des zones de repli pour les rebelles. Peut-on aujourd'hui espérer un confinement justement de ces rebelles avec Barrow en Gambie, et qui est un ami du Sénégal, et l'arrivée de Embalo également, ami du président, dont disciple du président, c'est lui-même qui le dit, Macky Sall est son marabout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer qu'ils n'auront plus d'endroits où se cacher? Non, attendez, ça dit moi ça c'est ma lecture personnelle. Hein. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où il faudrait que tout le monde fasse amende honorable. Oui. Il faut que nous aménagions. Je crois qu'on a une chance unique. L'élection de Mbalo, moi je trouve plutôt que c'est vraiment une chance unique. Oui. Pourquoi? Parce que je me dis que ça nous permet de pouvoir aménager une sortie honorable à tous ces gens, parce qu'il faut quand même... Moi, j'ai du respect pour les gens qui sont dans la rébellion. Non pas parce que j'épouse leurs idéaux, mais simplement parce que voilà des gens qui ont un idéal pour leur pays, une vision pour leur pays. Peut-être que cette vision ne fait pas l'unanimité. Moi, le premier, je suis souvent, contre. On ne prend pas le temps de les écouter. Voilà, il faut écouter. Et moi, je crois que je ne peux pas vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, je crois que pour ça, ils méritent respect. Donc, aujourd'hui, je crois que pour la concorde, pour la paix de tout le monde, il faudrait que nous pensions à leur aménager une porte de sortie honorable et on ne ferait que gagner. Quand vous parlez de porte de sortie honorable, vous êtes en train de décréter la fin. Non. Est-ce que vous seriez en train de décréter la fin de cette crise casamançaise? Ah oui, je crois que c'est la fin. Je crois qu'il y a eu des actes qui ont été posés. Je crois que on va vers la fin. Enfin, je l'espère. C'est l'impasse pour la rébellion? Non, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur ce que représente le jugement de... D'un point de vue géopolitique? D'un point de vue géopolitique, c'est ce que je vous dis. Je vous renvoie encore au livre. Vous aurez des paroles très sages dedans. Et vous voyez que le vieux, il va donner des solutions concrètes. Très bien. Des solutions tangibles. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de cet entretien. L'invité du vendredi, nous avions le privilège aujourd'hui, en exclusivité, de recevoir donc Xavier Diatta. Il est spécialiste en aviation et il est l'auteur de Casamance, les geôles du mensonge, paru aux éditions à l'Harmattan. Je présume que vous avez déjà posé la date pour la cérémonie de dédicace, pour le lancement de ce livre. Non, rien n'est encore officiel, mais à travers les réseaux sociaux, on avertira tout le monde parce que justement, mais nous comptons vraiment sur la présence de tous ceux qui ont eu à travailler sur la crise. Qu'ils soient d'accord avec moi, qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. On invite tout le monde. On voudrait que ça soit peut-être... on va présenter le livre. Et peut-être à partir de là, on fixera une date où on fera une conférence publique contradictoire parce qu'il faut que le débat s'installe. Merci beaucoup, Xavier Diatta. Merci de nous en avoir accordé la primeur. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du journal télévisé de ITV. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Dans quelques instants, vous aurez IR avec Ndeye Mariam Gueye. Juste après, il nous inspire avec le professeur El Hadj Sangue Diouf qui va certainement présenter ce livre très bientôt. Et puis, juste après, vous aurez à la place de Kenou Askanui une édition spéciale consacrée à l'insalubrité, mais également à l'incivisme, pour ne pas dire à l'indiscipline, avec la présence, bien entendu, du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana. Également, sur ce plateau, vous aurez Madanissi est membre du syndicat du nettoiement. Également, vous aurez la direction du service civique national représenté par le commandant Mohamedou Moustapha Silla. Également, sur le plateau spécial ce soir, sur l'indiscipline et l'insalubrité, vous pourrez poser un visage sur l'administrateur de la plateforme, pour ne pas dire de la page Facebook, Luttons contre l'indiscipline au Sénégal. Ce sera au tour de Soda Diakhoumpa. Bonne soirée sur ITV, bon week-end. Vous aurez Adama Anouchkaba sur le 19h45 le long du week-end. Bonsoir.